Donc, bienvenue pour cet atelier de neurovascularite. Donc, si vous vous approchez, ça serait mieux, comme ça sera plus interactif. Vas-y, passe. Alors, bonjour. On va parler des vascularites cérébrales à travers des cas cliniques. Alors, bien sûr, le thème des journées, c'est l'auto-immunité. Donc, on va se diriger lentement et sûrement vers la vascularite primitive, qui est donc une maladie auto-immune. Mais vous savez bien que la situation devant une vascularite, c'est souvent très compliqué. Donc, on va essayer de la simplifier. Alors, vascularite, ça signifie qu'il y a une inflammation transmurale de la paroi vasculaire, quel que soit le siège. Vascularite de façon générale. Et donc, comment en faire le diagnostic de façon générale? Comment on fait le diagnostic d'une vascularite? Vas-y. Alors, en fait, soit on va faire une biopsie pour prouver que la paroi, qu'il y a une inflammation transmurale de la paroi. Mais souvent, vous allez voir que c'est presque moins de la moitié des cas où on fait une biopsie pour faire le diagnostic de vascularite cérébrale. Ou alors, il va falloir faire l'association de deux choses. Une maladie du vaisseau et prouver qu'il y a une inflammation. Donc, si on arrive à prouver les deux, on est sûr que c'est un diagnostic de vascularite parce qu'il y a à la fois l'inflammation, on va voir quel type, on va en parler, et puis l'atteinte vasculaire. Vas-y. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que finalement, une fois qu'on va chercher la maladie du vaisseau, on va se dire, il y a une preuve d'inflammation, il y a un vaisseau malade, est-ce qu'on est dans la vascularite primitive ou est-ce qu'on est dans une vascularite associée à une maladie systémique? Est-ce qu'on est dans une vascularite associée à une infection? Et ça va être la démarche. On ne pourra pas parler de vascularite primitive si on n'a pas éliminé un certain nombre de diagnostics. Et c'est ce qu'on va voir, parce qu'il y a des diagnostics qui ressemblent beaucoup. Et donc, le risque, c'est de traiter par excès, comme vascularite, quelque chose qui ne l'est pas. Oui? Alors, quand on n'a pas la possibilité de faire la biopsie, quand on ne l'a pas proposé, on va être obligé d'apprendre ensemble à faire le diagnostic d'un problème de vaisseau au niveau du système nerveux central, et d'aller chercher de l'inflammation pour dire « j'ai un problème de vaisseau, j'ai de l'inflammation, donc c'est une vascularite ». Vas-y. Et donc, comment, d'après vous, donc à chaque fois qu'il y aura un point d'interrogation, c'est à vous de parler. D'accord? Alors, comment je pourrais aller chercher une vasculopathie pour la confirmer, être sûr, on va dire, c'est une atteinte vasculaire? Quels sont les éléments? Tu as dit IRM. Oui. Donc, qu'est-ce que tu cherches à l'IRM? Donc, une conséquence du problème vasculaire, une ischémie. Très bien. Donc, une ischémie qui a les caractéristiques de quelque chose qui vient d'un vaisseau bouché. C'est ça? Très bien. Oui. Je pense ici, on a dit, la question c'est vasculopathie. Oui. Donc, ce n'est pas une imagerie. Donc, il a commencé par la conséquence. Oui. Maintenant, quoi d'autre? Imagerie du vaisseau. Imagerie du vaisseau. C'est-à-dire artériaux. Quoi d'autre? IRM de la paroi, très bien. Donc, n'importe quelle image, angioscanner, bien sûr. Donc, n'importe quelle chose qui pourrait me montrer que la paroi du vaisseau est malade, elle est rétrécie, etc. Donc, il faut qu'on apprenne à interpréter aussi, et c'est ce qu'on va faire durant cet atelier. Oui? L'imagerie de la paroi artérielle. Très bien. La recherche des spasmes au cours d'une artériographie. Exact. Oui. Et maintenant, pour avoir et confirmer, on a cherché soit la conséquence ischémique, parfois même un peu hémorragique, soit le vaisseau lui-même, par les différents types d'imagerie. D'accord? Il faut prouver l'inflammation. Comment vous allez prouver l'inflammation pour dire c'est une vasculopathie inflammatoire? Quelles sont? La ponction lombaire, la biopsie. Mais la biopsie, on a dit qu'on n'en dispose pas. Donc on veut prouver l'inflammation en dehors de la biopsie.
Parce que la biopsie va faire le diagnostic histologique, ça y est, on est bien. LCR, VSRP, dans les maladies systémiques, mais pas trop dans l'angine primitive du système nerveux central, elle est souvent négative, on va le voir. Très bien, prise de contraste leptoméningée, ben ils savent tout, hein. Prise de contraste leptoméningée, oui. PL, inflammatoire. Prise de contraste leptoméningée. Quoi d'autre? Oui. Les bilans biologiques, ils prouvent qu'il y a une inflammation du LCR. Il a parlé d'isolectrofocalisation. Oui. Dans le LCR. Rechercher une box, ça peut une contribuer. inflammation spécifique. Très bien. On avance. Donc voilà. On va aller chercher une anomalie de la paroi ou une conséquence, comme tu as dit, ischémique. Suivante. Et puis, rehaussement méningé, rehaussement de la paroi, on l'a dit. Donc vous avez tout dit. Et si on a il faut absolument qu'il y ait les deux, bien sûr. Hein? L'atteinte vasculaire, on va voir quelques exemples, vas-y. Regardez par exemple ici. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a une conséquence, c'est une lésion ischémique, et on a des anomalies de calibre de la paroi. C'est impossible qu'une paroi artérielle se rétrécisse et puis se redilate. Ça, c'est toujours pathologique. D'accord? Alors on verra qu'il y a quelques exemples et on va vous solliciter pour ça, où c'est pas forcément des vascularites, mais là, on a l'AVC, la conséquence de la sténose et de l'altération du vaisseau, les lésions vasculaires avec des sténoses, rétrécissement, dilatation. Encore un exemple ici sur une angio-IRM, et encore un exemple sur une artériographie très proximale ici. Et puis regardez, c'est le calibre qui change, qui se redilate. Une artère ne se redilate pas en distalité, jamais. Si elle ne diminue pas de calibre, elle ne se redilate pas. Donc, voici un exemple de vasculopathie. Conséquence ischémique, lésion de la paroi. Maintenant, vas-y. Pour le LCR inflammatoire, etc., on va faire la ponction lombaire, vas-y. Je pense ici peut-être, là, il y a un autre élément peut-être à rajouter, c'est d'exclure les mimix. C'est les trois. Donc, vasculopathie, preuve d'inflammation systémique ou locale au niveau du système nerveux et les exclusions des diagnostics différentiels ou des mimix. Alors ici, on a le LCR. Alors c'est très, très contributif au diagnostic de la vascularite primitive, mais aussi des autres. Quand c'est une tuberculose, etc., on va avoir le diagnostic étiologique. Quand c'est viral, et puis voilà. Dans les vascularites primitives, ça peut être juste une petite cellularité un petit peu anormale. Ça peut arriver jusqu'à 400, donc souvent, bien sûr, lymphocytaire. Et la protéinorachie peut varier. Ça peut être 0,7, comme ça peut être 2, comme ça peut être donc entre 0,5 et 2. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les BOC, c'est une preuve aussi d'inflammation. Alors, ne pas oublier que si, par exemple, on a un AVC du sujet jeune, qu'on n'a pas encore de bilan étiologique, le fait de faire une PL à la phase aiguë, ben, ça peut donner une petite hypercellularité. Il ne faut pas surinterpréter ça. Ça, c'est le risque aussi. Il y a toujours une petite hypercellularité après un AVC. De ne pas, donc une réaction méningée post-AVC, à ne pas dire que c'est de l'inflammation. Et quand ça dépasse 400, il faut aller chercher aussi le lymphome. Suivante. Le rehaussement méningé. Donc ça, vous l'avez bien dit. Donc j'ai un AVC ischémique, j'ai des artères de calibre malade, donc des vasculopathies, et j'ai une IRM avec des prises de contraste méningées ou parenchymateuses. Et là, c'est des exemples caractéristiques, vous voyez ici. Donc les méninges qui prennent anormalement le contraste de ce côté et pas de ce côté. Et parfois, ça arrive jusqu'au parenchyme. Ce sont des aspects assez particuliers donc du rehaussement parenchymateux qui, donc, avec l'AVC, avec le problème de vasculopathie, on peut retenir une vasculopathie. Et on va dire que d'une vascularite, et on va dire que c'est une vascularite probable puisqu'on n'a pas de biopsie. C'est la biopsie qui fait finalement le diagnostic suivant. Et puis le rehaussement de la paroi avec ces fameuses black blood MRI, donc les séquences, parce que finalement, nous, on veut voir la paroi qui s'injecte. Mais quand on injecte le sang, ben, le sang est blanc aussi. Donc il faut des séquences tout ce qui est circulant va devenir noir. Donc le sang qui circule est noir. Et on va voir que le rehaussement de la paroi si elle est inflammatoire. D'accord? Alors bien sûr, c'est mieux en IRM 3 Tesla, parce que là on voit très bien, mais parfois même en IRM 1,5 si on fait bien la séquence. Regardez ici par exemple. Donc là c'est le T carotidien avec la sylvienne A1. Et vous voyez ici que c'est un rehaussement circonférentiel de la paroi, de la carotide interne et de la première branche de A1. Circonférentiel parce que vous allez voir, et
Ouadi va vous en parler, il y a parfois des rehaussements excentriques qui seraient de quelle étiologie? Athéromateux. Donc il y aura un problème de diagnostic différentiel avec l'athérome. Regardez ici, ça c'est pas injecté. Quand on injecte, regardez par rapport à l'autre côté, là, c'est un rehaussement circonférentiel avec diminution de la lumière. Alors que la normale, c'est quoi? Quand on fait une IRM black blood sur un truc normal, il n'y a pas de rehaussement. Ça c'est injecté, hein? Eh bien on ne voit pas de rehaussement, la paroi n'est pas visible. Si elle est visible, et si c'est circonférentiel, on peut dire que c'est une vascularité. D'accord? Suivante. Voici, ça c'est un exemple d'une IRM de fesses. Hein, et donc on a demandé à ce qu'il nous fasse black blood. Et bien vous voyez, donc tout ce qui est noir, c'est normal, c'est un sujet normal. Et donc on voit bien, c'est injecté, on voit bien, c'est moins bien que le 3 Tesla, mais on arrive peut-être à voir facilement. Ça c'est de l'IRM de tout à l'heure. Vas-y. Alors voici un exemple d'un cas d'un jeune de 38 ans, donc une patiente qui est suivie pour Takayashu. Qu'est-ce qu'on dit ici? Des lésions en flair, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce sont des lésions ischémiques du parenchyme. Oui, donc on a quoi? On a la conséquence là. Ça flash en diffusion, ça a l'air d'être vasculaire. On étudie le vaisseau. Qu'est-ce qu'on remarque par exemple au niveau de cette carotide? Qu'il y a un rehaussement circonférentiel. Donc on a la preuve des deux. La preuve du parenchyme et le vaisseau qui est malade, on peut dire que c'est une vascularité. Ça, c'est un exemple. Mais on va voir des cas, à travers des cas cliniques. Vas-y. Voilà. Donc, vasculopathie, parfois. Oui. Oui, vas-y. Pour le black blood, actuellement, il y a encore plus spécifique que le black blood. C'est ce qu'on appelle le vessel wall imaging. Le vessel wall imaging permet non seulement de supprimer le sang, ce que fait justement le black blood, mais le vessel wall imaging qui est plus spécifique, il supprime à la fois le sang et le SR. Donc on a une meilleure qualité, qualité de voilà de. Vous allez pardon. Alors on a une vasculopathie. Parfois on va s'arrêter là parce qu'on est sûr qu'on a un contexte très particulier. On va voir quelques exemples cliniques. Athérome intracrânien, syndrome de vasoconstriction. On a confirmé qu'il y avait des éléments inflammatoires, l'un parmi les trois. Rehaussement méningé, etc., inflammation de la paroi et LCR. Et on va être soit dans une vascularite primitive, et avant de dire vascularite primitive, il va falloir éliminer tout ce qui est systémique, toxique ou infectieux. Voilà un peu la démarche qu'on va faire durant les cas cliniques. Suivant. Donc la question, pour revenir peut-être à la pratique, c'est lorsqu'on suspectait une vascularite, c'est ça, lorsqu'un patient arrive, on est devant un patient, il y a des situations, un déficit neurologique qui est inexpliqué, donc d'installation aiguë ou subaiguë, mais qu'on n'a pas une cause évidente à ce moment-là, il faut penser à la vascularite, surtout c'est un AVC de sujet jeune. Accident cérébral donc, qui est récurrent, donc sans facteur de risque vasculaire, là aussi, donc il faut penser à la vascularite. Lorsqu'on a une vasculopathie inexpliquée, dans le cadre, on fait une imagerie vasculaire. Lorsqu'on reçoit un patient pour un AVC, on fait une imagerie parenchyme, vaisseau, et on a des sténoses, par exemple, intracrâniennes. À ce moment-là, on peut évoquer, discuter la vascularite. Lorsqu'on a un processus donc, neuro-inflammatoire qui a été démontré donc, par l'injection, par le produit de contraste, ou lorsqu'on a fait une PL dans le cadre d'un bilan étiologique d'un AVC de sujet jeune, et on a un LCR qui est inflammatoire, ou lorsqu'on est devant un patient qui a une maladie de système et qui installe un déficit neurologique, des lésions vasculaires, à ce moment-là, on va penser est-ce qu'on est devant une vascularite dans le cadre d'une maladie de système. Donc, et il y a une classification relativement simple. Est-ce que on est devant, soit on va les classer une atteinte des petites ou des grands vaisseaux, des gros vaisseaux, moyen calibre et grand calibre, ou selon, donc est-ce que c'est une vascularite qui est primitive ou secondaire. Donc, par rapport aux moyens vaisseaux, généralement, on a une sémiologie avec des signes focaux. Dans les petits vaisseaux, généralement, on a des déficits cognitifs, une altération de l'état de conscience ou des crises d'épilepsie. Donc là, c'est un tableau qui résume à peu près donc, le principal. Vous voyez, donc, la checklist, elle est très, très longue. Dans l'infectieux, il y a les endocardites, la tuberculose, varicelle zona, donc les maladies de système aussi. Donc, il y a la sarcoïdose, le lupus. Dans les drogues, donc, il y a
cannabisme et immune checkpoint. Et dans les vascularites primitives, donc il y a la l'angéite primitive et il y a aussi donc l'angéite bêta-related angéitis. Donc ça, c'est deux entités qui sont spécifiques au système nerveux central. À vous. Donc finalement, on va avoir des céphalées, c'est très fréquent. Regardez, soit 6 patients sur 10 qui ont une vascularite cérébrale ont des céphalées. Alors les autres signes plus ou moins associés, donc déficit neurologique multiple, plusieurs territoires, mais des territoires artériels bien sûr, qui peuvent être distaux, mais ça reste des territoires artériels. Un tableau plus diffus, confusion, troubles de conscience, du comportement, tableau psychiatrique parfois aussi, et puis l'épilepsie comme a dit Wadie. Et parfois, ça aussi, dans certains cas, on trouve qu'il y a des symptômes qui sont apparus plusieurs semaines avant, des petits troubles de mémoire, des petits déficits cognitifs discrets, et puis il va s'installer après le déficit neurologique. Alors ce qu'il faut signaler aussi, c'est que généralement dans les angéites primitives, enfin toujours, il n'y a pas de céphalée en cotonnerre. Déjà, si vous avez ça, ça sera probablement pas une angéite du système nerveux, une angéite primitive. Ça, c'est à retenir pour écarter rapidement l'angéite primitive. Quand vous avez une céphalée en cotonnerre. Suivante. Et le tableau et les signes cliniques qu'on vient d'écrire, ils ne sont pas spécifiques. C'est vous polymorphe. remarquez, c'est des ADA, c'est plutôt l'environnement, comment ils se sont installés et les signes associés qui vont faire penser à la vascularité. Bien. Alors maintenant, si je vous demande de classer un peu, Wadi a dit tout à l'heure qu'il y avait des vascularites des petits vaisseaux, plus difficiles à diagnostiquer si on n'a pas une artério, parfois une biopsie, et puis les artérites des gros vaisseaux. Quand on fait une bonne imagerie, on en fait le diagnostic. Maintenant, si on avait à classer les symptômes dont on vient de parler, lesquels on les mettrait plutôt ici? C'est vrai qu'on peut tout voir, mais lequel vous mettriez ici, lequel vous mettriez là? Céphalée, vous la mettriez plutôt là ou les deux? Les deux. Suivante. Ils ont bien travaillé. Confusion, trouble cognitif. Petit vaisseau? Oui. Très bien. Déficit focal et infarctus cérébraux. Gros vaisseau. Très bien. Convulsion et rehaussement Gado. Bravo. Et puis quand l'APL est anormale. Petit vaisseau, gros vaisseau, les deux? Les deux? Les deux. Très bien. Et les rechutes sont plus fréquentes dans les maladies des petits vaisseaux, dans les vascularites des petits vaisseaux ou les rechutes? Plutôt petits vaisseaux. Voilà. Voilà un petit peu pour être orienté. Est-ce qu'on a une maladie des petits vaisseaux? Plutôt une maladie des gros et moyens vaisseaux. Ensuite, alors regardez ici, il y a un registre français, COVAC, qui recueille toutes les vascularites primitives du pays, et donc ils peuvent nous donner quelques résultats très intéressants qui rejoignent un peu ce que vous venez de dire. Regardez ici, c'est les pourcentages. Est-ce que c'est significatif? La différence, est-ce qu'elle est? On voit tout partout, mais regardez par exemple déficit focal, c'est essentiellement gros et moyen vaisseau. Convulsion, comme vous avez dit. PL, c'est un petit peu les deux, et vous l'avez bien dit, même si la différence est significative en faveur des petits vaisseaux. Les infarctus, certainement les gros et moyens vaisseaux. Le GADO, les deux, mais essentiellement les petits vaisseaux. D'accord? Ça donne une petite orientation. Donc, devant ce tableau clinique qui est évocateur, qui va suggérer peut-être une vascularite, il y a une démarche diagnostique, il y a l'imagerie conventionnelle, donc imagerie parenchymateuse. Ça va être soit le scanner, soit l'IRM, donc avec bien sûr des avantages de chacune. Donc, mais il n'y a pas de signe spécifique pour évoquer donc la vascularite cérébrale sur l'IRM morphologique. Peut-être les AVC multiples de petite taille chez un patient qui n'a pas de facteur de risque vasculaire. Puis il y a l'imagerie vasculaire, donc une luminographie. Donc il y a l'angioscanner, l'angio-IRM et l'artériographie. Donc l'angio-IRM, il a l'avantage d'être fait en même temps que l'IRM qui va analyser et le parenchyme et aussi le vaisseau. L'angioscanner, il a une bonne sensibilité, mais l'artério reste le gold standard. Et même cette imagerie-là, lorsqu'elle est normale, elle n'écarte pas une vascularite cérébrale. Puis après, il y a donc l'imagerie vasculaire, professeur Aïdi, donc on a parlé. Donc ça, c'est une imagerie. Donc c'est pas le black blood, c'est une imagerie de la paroi spécifique pour rechercher une prise de contraste au niveau de la paroi artérielle en supprimant donc le signal du sang, du LCR et des espaces périvasculaires. Et vous voyez ici, donc c'est généralement sur une IRM de 3 Tesla et il faut avoir 2 coupes. Le vaisseau, il faut le couper en sagittal
et en axial comme ça pour voir la partie, est-ce qu'il y a, c'est une prise de contraste qui est concentrique, qui est homogène autour de l'artère, ou donc excentrique, qui est essentiellement qu'on voit dans les athéromes intracrâniens qui constituent un diagnostic différentiel. Et là, il y a un tableau qui compare donc les éléments entre la vascularite et l'athérome intracrânien. Et donc, c'est un examen, malheureusement, c'est pas vraiment disponible au Maroc. Donc, il faut peut-être les collègues qui travaillent avec des radiologues qui ont une IRM 3 Tesla, de mettre en place cette technique-là. Elle est très rentable en matière lorsqu'on pense à une vascularite ou même un athérome intracrânien. Donc la ponction lombaire, on a dit on analyse, il faut démontrer une inflammation, à la recherche d'une inflammation du LCR. Donc hyperprotéinorachie, recherche de monde oligoclonal. Parfois, si on pense à un lymphome, c'est la recherche de cellules anormales. Et la biopsie cérébrale, généralement, lorsqu'on pense à une maladie des petites artères, donc il a une autre spécificité, mais une sensibilité. Donc, vous voyez, la spécificité peut atteindre 100%, la sensibilité 60 à 75%. Donc, les vraies vascularites, c'est une inflammation transmurale et lésion de la paroi vasculaire. Lorsqu'on a donc une inflammation périvasculaire, donc généralement c'est les autres étiologies, l'infection traumatique, tumeur, et ça ne constitue pas une vascularite. Et l'analyse est toujours donc pour exclure les mimiques, c'est-à-dire les infections, l'amylose et le lymphome. Oui, donc si vous êtes en présence d'un patient qui a une vasculopathie, le bilan qu'on peut faire pour démarrer, bien sûr, s'il y a des orientations particulières, on va aller directement vers l'orientation. Donc, on fait quand même les virus, hépatite B et C. Il faut ajouter l'hépatite C. PCR, donc herpès et VZV dans le LCR. Alors, retenez que dans l'angine primitive, donc la CRP est normale. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis, le gène expert chez nous, bien sûr, s'il y a une orientation pour démontrer qu'il y a une méningovascularite tuberculeuse. Et puis, le bilan immunohématologique. D'accord ? Alors, l'examen ophtalmo, pour dire que l'examen ophtalmo est normal dans l'angine primitive du système nerveux. Donc, s'il y a des anomalies, on est bien dans quelque chose de secondaire. Et ça peut confirmer un B7, orienter vers un B7, vers une sarcoïdose. Donc, il a son utilité pour déblayer un peu le terrain et enlever tout ce qui n'est pas angéite primitive. Et là aussi, dans le même cadre de bilan pour éliminer donc chercher l'athérome, et là on a un cas clinique qui a posé problème de diagnostic que va montrer Wadir. Bien sûr, dans le cadre d'un bilan d'AVC, on peut être amené à faire le TT et le TO. Parfois, ça peut montrer une endocardite, etc. Imagerie corps entier dans certaines situations. Allez, vas-y. Donc là, c'est un tableau qui résume donc les principaux diagnostics différentiels à évoquer devant une vascularite ou tableau de vascularite. C'est l'angéite primitive, les vascularites dans le cadre des maladies de système, le SVCR, le syndrome de Moya-Moya. Donc le Moya-Moya, c'est une vasculopathie, mais les syndromes, on peut avoir donc une étiologie qui est inflammatoire ou infectieuse, et les vascularites infectieuses. Et donc là, c'est d'où l'intérêt de la clinique, l'IRM et bien sûr l'histologie, donc qui va permettre de déblayer entre ces différents éléments et essentiellement donc le bilan paraclinique, donc l'IRM. Et donc ça, c'est un tableau qui permet donc un algorithme qui permet un peu de s'orienter devant. Donc lorsqu'on a un tableau clinique et l'examen clinique qui évoque une vascularite, donc une IRM qui est suggestif, une inflammation du système nerveux central, donc LCR qui est positif, l'exclusion des autres diagnostics des mimics. Donc à ce moment-là, soit si on est donc devant une anomalie, donc une pathologie des petits vaisseaux, donc généralement on va aller à la biopsie, l'artériographie peut être négative. Sinon, donc, c'est une angiographie, donc une imagerie vasculaire, soit angioscanner, angio-IRM, une artériographie, et ça va permettre donc de retenir le diagnostic. Avec l'imagerie vasculaire, ça va être un diagnostic qui est probable, possible. Avec donc la biopsie, c'est un diagnostic qui est sûr. Ça, c'est toujours bon. Donc, premier cas, donc, oui. Dans les angéites, si tu peux revenir, dans les angéites à petits vaisseaux, l'angiographie est pas souvent, elle est
toujours pratiquement négatif parce que c'est vraiment des artères très, très distales. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre à avoir toujours les fameux rétrécissements qu'à chaque fois on cherche à l'angiographie. Si c'est une vasculopathie, même si on est bien sûr dans une angine primitive du cerveau, là, actuellement, c'est séparé. Hein. La deuxième qui est très distale, à petit vaisseau, de toute façon, elle va être normale et effectivement, c'est la biopsie qui donne le diagnostic. Elle peut être positive dans quelques cas, donc cette disparité distale et tout ça. Mais là, le message, c'est que s'il est normal, n'exclut pas une vascularité primitive. C'est ça le message qu'il faut. Il faut s'attendre à avoir que ça soit normal. Voilà. C'est pas peut-être consensuel, c'est vraiment on a des arguments et il y a une prise de contraste méningé, on a fait un bon angioscanner. On a la preuve qu'à la fois l'inflammation. On a un neurochirurgien qui est prêt à aller faire une biopsie. Le rendement de la biopsie va être meilleur que l'artériographie. Si on veut investir dans un examen paraclinique complémentaire, ça va être plutôt ça. Dans le registre COVAX, c'est 50% de biopsie de fait. 50%, c'est retenu, les gens sont traités juste avec les arguments radiologiques et cliniques. Oui, et biologiques. Donc, c'est une patiente de 40 ans, donc sans antécédents, donc c'est tout récent. Donc, le 17 août, donc à 20h, il installe brutalement une faiblesse de l'hémicorps avec lourdeur de la parole qui a duré 15 minutes, puis la patiente a récupéré totalement. Le lendemain, à 18h, un nouveau épisode est survenu, donc de la même sémiologie. Il est admis à 1h50, donc une alerte thrombolyse qui a été lancée sur IRM. L'examen neurologique à l'admission, donc la patiente avait un NIS à 7. L'examen cardiovasculaire, donc rythme régulier, pas de souffle, donc à l'auscultation cardiaque et carotidien. Patiente a récupéré totalement à la sortie de l'IRM, donc à 2h30. Ça, je ne sais pas pour... C'est des vidéos, oui. C'est une vidéo? Oui. On peut lancer les deux, peut-être? Non. D'accord. Parce que c'est pas... Alors... Est-ce que quelqu'un veut interpréter ou c'est pas peut-être l'objectif, c'est pas l'interprétation. Oui, oui. Vas-y, c'est la discussion. Donc on a un petit hypersignal donc profond, donc corona radiata un petit peu. Et la patiente à la sortie, il était négatif, donc il était asymptomatique, il n'y avait pas donc lieu à proposer un traitement. Oui. On peut passer à l'autre. Vas-y, tu passes. Non, je ne peux pas. Oui. Là, c'est l'écho de gradient et là, c'est l'imagerie vasculaire. Donc, le protocole de IRM fait en alerte AVC. Donc, sur l'imagerie vasculaire, donc les vaisseaux ils sont de bon calibre, il n'y a pas d'anomalie donc, de calibre au niveau des vaisseaux, donc intracrânien. On peut passer donc, à un AVC de sujet jeune, donc on pense à une dissection. Donc, là, c'est le T1 FATSAT, donc il n'y a pas d'anomalie donc paroi et pas de dissection. Sur l'angio-TSA aussi, donc les carotides sont de bon calibre. Donc, rien. Prise en charge. Oui. On a les réponses à plein de questions. C'est ça l'avantage de l'IRM. C'est une analyse parenchymateuse fine. Un scanner, il va montrer peut-être la lésion aiguë. On fait une IRM, on a 2-3 lésions asymptomatiques et ça permet de mécanismes physiopathologiques et tout ça. Donc, prise en charge, traitement de reperfusion, non. Donc, la patiente, pas d'indication, mais on l'a mis, pour le traitement de reperfusion, on l'a mis sous double anti-agrégation plaquettaire. Le bilan étiologique d'un AVC de sujet jeune, quel examen vous allez faire? Qui veut parler? AVC de sujet jeune, sans étiologie évidente. ECG normal. Oui. Un testobule, oui. Le TT, oui. Je pense pas.
On va voir. Ouais, c'est un peu profond, mais ce n'est pas la corona radiata. Mais bon. Un petit peu. Sérologie. Ponction lombaire. Pardon? Non, non, c'est pas Hobner, généralement, c'est la tête du noyau codé. Faut hiérarchie. Oui. Est-ce que quelqu'un peut faire la synthèse de tous ces bilans parce qu'on ne va pas les demander en vrac, on est d'accord. Donc il faut peut-être les hiérarchiser. Qu'est-ce que vous auriez fait en premier? AVC sujet jeune. Si on retient un AVC profond d'allure cardio-embolique, on pensera au cœur, Carotide, notamment ça, un FOP. Faire. Un FOP. Donc je penserais à un FOP, donc un testobule avec. Donc le cœur. Complété. Ouais, le cœur a priori. Un FOP. Je penserais à un FOP. Quel est jeune. FOP. Yes. Oui. Alors, on avance? On avance, oui. ETT normal, bilan biologique, vous voyez, donc pas d'anomalie évidente. Petite inflammation peut-être, CRP. Ouais. D'accord. Alors, les cas, ce n'est pas toujours des vascularites, hein, les cas qu'on va vous montrer. Donc, quelle est la bonne démarche diagnostique étiologique avec cette sujet jeune de sexe féminin? Donc, il faut palper les pouls périphériques de manière systématique. Donc, moi, j'ai pas parlé de ça. Donc, j'ai parlé de l'examen cardiaque, mais j'ai pas parlé des pouls. Et donc, le diagnostic a été suspecté dès l'admission grâce à une palpation de pouls. Je vous rappelle. Non, malheureusement. Oui. Non, mais après, oui. Oui. Et Donc, la tension était imprenable au membre supérieur gauche. oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire que chaque fois, je le dis, attention, quand on dit TSA, c'est pas les carotides. Ce qu'il voit, mais non, mais souvent, les gens se suffisent. Ils voient les carotides. Ah oui, quand on dit les trans supraortiques, il faut regarder à partir de l'aorte. Et même les radiologues, souvent malheureusement, ils font pas, ils voient pas. D'ailleurs, ils l'ont pas vu. Il faut regarder à partir, il faut avoir la coupe, cette coupe-là, la coupe à partir de l'aorte et voir les vaisseaux, les TSA. Quand on dit trans supraortique, c'est vraiment à partir de l'aorte jusqu'au niveau du polygone. Voilà, et donc c'est ça. Hein. Donc, montre un peu les artères qu'on ne voit pas. Voilà, bien sûr. Là, on voit très bien la crosse de l'aorte. Le TABC. On voit le départ du TABC, mais après, regardez, hein, là, bien sûr, il n'y a pas de sous-clavière. Et là, il n'y a même pas de sous-clavière. On voit un peu le départ de la carotide interne, mais là, commune. De la carotide commune, mais là, la sous-clavière est complètement. Donc, malheureusement, nous, est-ce que normalement, il ne faut pas faire? Il faut bien sûr, chez tout patient, l'examen vasculaire, cardiovasculaire ne peut pas se limiter au cœur et que les artères doivent être. Et bien sûr, cette malade, elle avait un pouls aboli complètement. Le diagnostic pourrait être fait donc au moment du diagnostic, c'est-à-dire à l'admission, au lieu d'aller peut-être. Heureusement, on fait attention. Oui. C'est-à-dire quand on regarde l'arbre vasculaire, il faut le regarder à partir de la frontière. Ça, c'est l'angioscan de TSA. Oui. Et je ne sais pas si. Parce que la patiente, c'est vrai, il y avait le pouls, il y avait la tension artérielle aussi. Oui, je reviens. Donc, il y avait tout le. Après la maladie. ما كيلقاوهاليش في هاد الجهه. Bon. Ouais. Donc là, après, on a complété par un angioscanner qui a confirmé la même chose. Donc les deux sous-clavières étaient absents, alors que l'arbre, on va dire TSA, était de morphologie normale. Donc, occlusion des deux artères sous-clavières. Donc,
Et on a retenu sur ça, on a retenu le diagnostic d'artérite de Takayasu. C'est une vascularite inflammatoire chronique d'origine inconnue. Donc, l'inflammation de la paroi artérielle conduit à l'épicissement de la paroi et une fibrose et une sténose, souvent asymptomatique à la phase aiguë. Après, il va se manifester par une claudication des membres, des manifestations ischémiques, AIT ou ischémie, infarctus cérébral, et une HTA qui est rénovasculaire. Donc, il y a des critères diagnostiques, des critères cliniques et des critères radiologiques. Moi, je me suis amusé à appliquer les critères chez notre patiente. Elle avait 10 points et donc un score supérieur à 5 permet de retenir le diagnostic. Et les manifestations cliniques, bien sûr, ça varie en fonction du vaisseau qui est atteint. Donc, pour les carotides, c'est généralement donc, les AVC ischémiques, que ça soit constitué ou transitoire. Lorsqu'il y a les sous-clavières, donc c'est les claudications du membre supérieur. Lorsque c'est l'artère descendante, c'est l'HTA systémique. Membre inférieur, c'est la claudication des membres inférieurs et la fatigue. Et bien sûr, il y a des critères, des consensus pour dire que c'est une maladie qui est active, ce qui permet de définir donc une récupération complète, une rechute. Donc, c'est bien codifier la prise en charge de cette pathologie-là. Et c'est une cause qu'il faut penser lorsqu'on est devant un AVC de sujet jeune, c'est une femme. Donc, n'oubliez pas, donc, palper les pouls. Ça doit être systématique, encore plus chez des femmes donc, jeunes avec un AVC. Donc, la prise en charge thérapeutique, rapidement. Donc, il y a médicamenteux, il y a les corticoïdes et les traitements immunosuppresseurs. Si ça ne répond pas, donc on peut augmenter. Donc, si on a une rechute, donc à la dégression de la corticothérapie, on peut augmenter les corticoïdes. S'il y a une corticodépendance, on peut proposer d'autres traitements immunosuppresseurs, les anti-TNF1 ou le. Sinon, donc, il y a un traitement aussi morphologique, s'il y a des sténoses avec des manifestations, soit le stenting, soit le pontage. Donc, ça, c'est des détails. Ce qui est particulier, c'est qu'en fait, il ne faut pas s'attendre. Quelle est la physiopathologie de l'AVC chez cette patiente? Non, mais c'est ça la question. Et d'ailleurs, c'est les cas les plus fréquents. Parce que quand on pense à la maladie de Takayasu, on pense à sténose très importante de la carotide. Et en particulier, on cherche les carotides communes. Ça, c'est un autre message aussi à faire passer. Ah, pardon. Donc, j'insiste. Parce que là, c'est justement, c'est ça la difficulté. C'est que quand on a une maladie de Takayasu, on pense à une maladie de Takayasu, on pense systématiquement à épicissement des carotides. S'il y a un AVC, la malade, ces carotides sont tout à fait normales. Comment, justement, expliquer l'AVC? En plus, c'est un AVC de toute petite taille. C'était ma question, c'est-à-dire comment corréler cet AVC à la maladie de Takayasu, sachant que son... Pardon? C'est la même question. Pardon? Très bien. C'est la même question que tu as posée. Ah oui, justement, parce que elle, c'était ça la problématique. Elle avait ses sous-claves. Et pour vous dire, les sténoses des sous-claves sont suffisantes pour poser le diagnostic de maladie de Takayasu, hein, oui. dans un accident vasculaire. Il y a des patientes qui ne viennent pas en neurologie du tout. Exactement. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'elle a fait un AVC avec des artères carotides normales que c'est sûr que c'est une maladie. On est d'ailleurs dans le diagnostic. Il suffit d'avoir une sous-clavière qui est touchée pour dire c'est une maladie de Takayasu. C'est très facile le diagnostic. Est-ce qu'elle a un vol vertébro-sous-clavier? Est-ce qu'elle a des carotides? Non. Elle n'a pas d'inversion du flux sur ses vertébrales du fait de ses sténoses sous-clavières? Du tout. Parce que si elle a une inversion des flux, c'est probablement à l'occasion de quelque chose, son débit devient un peu insuffisant. Mais ça donnerait du vertébro-basilaire. Ça peut aussi donner des petits problèmes sur son système carotide. Généralement, difficile. non. Très difficile. Parce que la sténose de la sous-clave, s'il y a un phénomène de vol, elle ne peut expliquer qu'un AVC vertébro-basilaire. Elle ne peut pas t'expliquer un AVC carotidien. Mais de toute façon, nous, on a fait la littérature sur ça et c'est quelque chose apparemment de classique. De toute façon, il y a des phénomènes inflammatoires. Dans une maladie de Takayasu, c'est sûr que les carotides, même si elles ne sont pas complètement sténosées, il y a un phénomène inflammatoire. Et au fait, c'est et puis un phénomène inflammatoire diffus qui expliquerait, et d'ailleurs, quand on voit les AVC, on reprend un petit peu la littérature des AVC dans le cadre de Takayasu, souvent c'est comme ça. C'est des tout petits artères, des petits vaisseaux qui ne sont pas expliqués par... Alors on avance pour le deuxième cas. Oui. Donc c'est un patient de 70 ans
qui a des céphalées depuis 2 semaines. Mais tout récemment, 3-4 jours, une baisse de l'acuité visuelle assez sérieuse. L'examen neurologique, pas de signe de focalisation, donc il confirme la baisse unilatérale gauche. Il a déclaré aussi qu'il avait une petite perte de poids depuis quelques semaines. Sa température est à 38 et le scanner, fait pour ces céphalées avec baisse de l'acuité visuelle, était normal. Son bilan numération, voilà, devant vous. Alors, qu'est-ce que vous feriez pour ce patient? On palperait les pouls, très bien. Donc, on n'était pas tombé dans le piège du Takayasu. Palper les pouls temporaux. Et ça, vous savez faire, c'est bon? Vous avez l'habitude de faire? Vous les trouvez à chaque fois? Si on les faisait entre nous, là, tout le monde trouverait des pouls temporaux? Vous êtes bien entraînés, les mains, le truc, manuellement? L'induration, exactement. Donc, bon réflexe d'avoir pensé à l'artère temporale. Un pouce et un jeune, ce n'est pas la même chose de palper le pouce et un sujet de 70 ans. Exactement. Parfois... Alors, qu'est-ce que vous feriez comme imagerie? Baisse de l'acuité visuelle assez sévère, céphalée, et puis un syndrome inflammatoire. Oui? Si j'ai une baisse de l'acuité visuelle d'installation brutale, j'ai des céphalées, j'ai un syndrome inflammatoire, je n'aurai pas besoin d'imagerie. Je traite d'abord parce que le risque, c'est que dans les 2 semaines, il va perdre l'autre œil. Exactement. Déjà, le côté gauche, souvent, il ne va pas le récupérer. Quand ils font une thrombose de l'artère centrale de la rétine, c'est irrécupérable. Ça, c'est le message. La moindre suspicion, il faut démarrer le traitement. Très bien. Alors, le caractère brutal n'était pas très évident pour lui et la baisse n'était pas complète, donc il a eu une IRM. Et l'IRM de diffusion montre un hypersignal de tout le nerf optique qui perd en ADC, bien sûr. Et regardez ici. Alors, les artères qui prennent le contraste d'un peu de façon inhabituelle. On a des petites prises de contraste quand on injecte, si on prête attention. Et regardez même ici, quand on zoome sur cette artère au niveau temporal, c'est ce qui est zoomé, qu'est-ce qu'on a? On a une lumière, une petite lumière résiduelle qui est noire, et la paroi qui est très épaissie. Et là, c'est la définition même de... Tout à fait. Il y en a quelques-unes là-bas. Et surtout l'artère là-bas, où s'il y a un centre noir. Et puis donc, quel est votre diagnostic? Toi, tu as déjà démarré le traitement. Donc, voilà. Donc, c'est un exemple. Là, on a vu le Takayasu et le Horton, parce que c'est des situations que vous pouvez avoir. Et c'est des vascularites secondaires. Là. On est bien dans des vascularites secondaires. Et donc, l'image qu'on peut avoir de l'artère temporale. Et puis, bien sûr, corticothérapie, la biopsie qui va confirmer si on en a besoin. Il y a des critères maintenant. Alors, les critères, on ne les voit pas très bien. Ils ont changé depuis 2022. On a élargi un petit peu les critères. Il y a d'autres examens complémentaires. Hein. Le FDG PET scan de l'aorte peut également contribuer au diagnostic. Hein. Et puis, la clinique, qui est plus élaborée que les anciens critères. L'âge doit être supérieur à 50 ans et donc notre cas répondait très bien aux critères. Regardez, alors c'est très important, même quand vous avez fait le diagnostic juste pour des céphalées, qu'il n'y a pas eu de baisse de l'acuité visuelle, quand vous faites l'imagerie vasculaire, souvent l'artère vertébrale est malade. Donc l'artère, le dernier segment de l'artère, le V4, il est souvent sténosé et c'est quasi constant hein, pour le registre COVAC. Et ils avaient dit que finalement, l'orthone, il faut chercher donc le tropisme vertébro-basilaire. Vertébro-basilaire et essentiellement le dernier segment. C'est pour ça que j'ai montré ça, parce que regardez, c'est finalement une jonctionnelle pica et puis l'artère vertébrale qui est malade, surtout du côté droit. Peut-être souligner l'intérêt de la CRP par rapport à la VS. Vas-y. Oui, si on pense peut-être à un orthone, demander la CRP, parfois la VS, maintenant n'est plus... On peut les demander les deux, mais plutôt il se base sur la CRP. Très bien. Le cas suivant. Hein? Comme tu veux. De l'SBCA. Donc, 48 ans, céphalée brute. Oui, mais ça c'est la réflexion. Allez. Céphalée brutale qui dure 20 à 30 minutes en moyenne, 5 épisodes en 4 jours, examen neurologique sans particularité.
Donc, les diagnostics à évoquer, c'est les hémorragies méningées, le SVCR, thrombose veineuse, la dissection, plus ou moins la méningite. Donc, on a fait une imagerie donc, à J5. Vous voyez, donc, parenchyme normal, vaisseau, TOF, TOF veineux et angioscanner, donc intracrânien normal. Donc, comment avancer? Donc, étude LCR, donc normal, NFS, bilan biologique standard normal. Donc, c'est un diagnostic de SVCR. On a refait donc à J13 donc l'artériographie, donc qui a montré donc des sténoses distales. Donc, au niveau de sur l'artériographie donc de J13. Donc, le diagnostic, c'est SVCR, mais il faut une imagerie de contrôle à 3 mois pour dire que ce n'est pas une vascularite, parce que c'est un principal diagnostic différentiel devant donc, à 3 mois, tu cherches la disparition normalement des sténoses intracrâniennes. Donc, il y a des critères diagnostiques, bien sûr, pour ça. Et parmi dans ces critères-là, il y a la normalisation complète ou franche des artères donc, qui ont été, donc là on a vu donc, les sténoses intracrâniennes. Donc là c'est un peu de physiopathologie et l'artériographie cérébrale de contrôle à 3 mois. Donc vous voyez, donc, il n'y a plus de sténose et on a pu démontrer que c'est un SVCR. Donc pour retenir le SVCR, donc, tant qu'on n'a pas une imagerie vasculaire de contrôle à 3 mois normale, le diagnostic de vascularité cérébrale il est toujours là. Je pense. Ça, c'est des autres aspects peut-être de SVCR qui peut être hémorragique, central, donc, avec une hémorragie méningée. Donc, c'est des tableaux radiologiques qu'on peut évoquer donc, le SVCR. Très bien. Donc, on va passer au cas suivant, numéro 4. Donc, un monsieur de 64 ans, hypertendu. Il est suivi aussi pour une cardiopathie ischémique, il est sous cardégique. Et puis, qu'ils ont dû arrêter le cardégique parce qu'il a fait un hématome profond. Comme tout hypertendu voilà, donc ils ont été obligés d'arrêter. Mais quand ils avaient fait l'IRM, ça avait montré cet hématome, mais il y avait aussi à l'angio-MR, vous voyez ici c'est un peu, donc la circulation postérieure est là, et là c'est l'artère sylvienne. Il y avait quelques petites, regardez cette branche de la sylvienne qui est sténosée ici, puis qui reprend son calibre, mais ça n'a pas été décrit à ce moment-là. Donc voilà, on a dit hématome, on arrête l'aspigique, on voit comment ça se passe. Et puis, il commence à faire des troubles mnésiques. Et c'est très insidieux, très progressif, en quelques mois. Et l'IRM a montré juste un petit spot au niveau du corps calleux, d'allure ischémique, 1 ou 2. Et celui-là est beaucoup plus récent. Donc ça veut dire que ce monsieur qui a déjà fait un hématome, là, il y a des troubles mnésiques, on essaie de bilanter. Et on voit qu'il y a un spot vasculaire, quoi. D'accord ? Alors, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on en fait. Il n'était pas encore, il n'avait pas pris contact avec l'UNV qu'il a exploré. Et donc, le deuxième épisode, finalement, c'était des troubles mnésiques. Et puis voilà, un petit spot, on n'en a rien fait du tout. Et puis, un troisième épisode. Regardez combien de temps après. Oui. C'est insidieux. Non, c'est insidieux. Le patient s'en plaint, la famille, sur plusieurs semaines. D'accord ? Et on n'a que ça. À l'imagerie, il n'y avait rien qui pouvait expliquer tout ça. Et puis, en juillet 2023, il fait comme une sorte d'aphasie. Il comprend bien, mais il n'arrive plus à parler. Et il arrive là dans un process d'alerte thrombolyse. Donc, il est conscient, il exécute les ordres, mais il a une aphasie motrice sévère. Il a une paralysie faciale droite, une paralysie gauche. Donc, il a plein de petits signes comme ça, mais surtout, donc, il est aphasique, c'est ce qui a amené le patient à consulter. Vous voyez son IRM. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'IRM? Ça, c'est la diffusion. Alors, le spot qu'on avait vu, il n'est plus là, bien sûr. Et puis là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Il y a plein de... Vous demandez là... Allez-y. Interprète? Oui. Quelqu'un peut interpréter. Allez-y. Attention, il y a les -1, comme hier. Donc on est devant des AVC multiples, apparemment de même âge, bilatéraux, donc territoire sylvien. Oui. Qu'est-ce que tu voulais voir de plus?
Avec toute l'histoire qu'on a eue. Un hématome, puis un petit spot. Donc, on voit le reste des séquences. Quelle séquence tu veux? Le flair, le T2 étoile. Qu'est-ce que tu veux en premier? Flair. Tu as des lésions ischémiques, tu veux voir quoi? Le flair pour voir déjà est-ce qu'il y a d'autres lésions. Le flair, c'est exactement la même chose. Donc, le T2 étoile. Et l'angio? Comment tu interprètes cet angio? Donc ça, c'est juste un grossissement. Oui, l'ADC. Donc sur l'angio, on a un aspect de sténose. Oui, donc l'artère cérébrale postérieure était, regardez, sténosée. C'est l'artère gauche, du côté gauche. Il y a une sténose et puis une redilatation. Donc avec ces lésions ischémiques, qu'est-ce qu'on a prouvé de plus maintenant par rapport à ce qu'on a dit au début? Il y a des lésions ischémiques, c'est les conséquences, et on a maintenant une lésion, une vasculopathie. D'accord? Peut-être qu'ils sont plus diffuses, même sur la CM, je pense, ici. Oui, oui, oui. Ouais. Ici, ici, ici. Ouais. Donc, voilà, donc on a les deux circulations sont touchées, des artères de moyen calibre. Et là, on revoit, regardez, donc on va les montrer, la sylvienne et la CP du côté gauche. Ça, on est sûr qu'il y a une vasculopathie associée. La même chose, mais sur une séquence où on voit aussi le veineux. Donc, on a confirmé la vasculopathie. Même cette patiente a eu une artério qui n'a pas ajouté grand-chose par rapport à l'angio IRM, des sténoses, des petits vaisseaux. On fait la ponction lombaire, protéinorachie un peu élevée. Et le reste, donc tout ce qui est anticorps, etc., immunologie négative, tout ce qui est infectieux, VZV, tout est négatif dans le LCR. Les antiphospholipides, tout a été sérologie syphilis négative. Et donc c'est quand même un cas, le phénomène inflammatoire finalement, vasculopathie, l'inflammation, c'est uniquement le LCR. Il n'y avait pas pour l'hémorragie. Il y avait juste l'hémorragie initiale que l'hématome profond. Oui, non, pas de microblitz. Pas de microblitz. Ça peut aider aussi dans la vasculopathie. Donc on a de l'inflammation, c'était quand même pas très évident, donc ça a été discuté en staff, et puis le diagnostic d'angine primitive a été retenu, et la patiente a été mise sur la PL. Le LCR, uniquement sur ça. C'est un cas, oui, 0,75. C'est pas évident, c'est pour ça qu'il a fallu prendre une décision, parce que le patient a fait plusieurs épisodes, même l'épisode hémorragique, peut-être qu'il est en rapport avec la vasculopathie, c'est ce qui a été donc discuté, et la patiente a été traitée. Vous voyez, tout ce qui est livre, etc., c'est clair, mais parfois en pratique, ça c'est un cas réel, on a des difficultés, et c'est un cas qui a été donc traité par corticothérapie puis endoxant, et qui a plutôt bien évolué. Oui. Donc, Hada, c'est un cas qui a été retenu angine primitive. Elle avait 70 à dire, c'est ça? 70 ans, je crois. 64 ans. Donc, 64. Plus de 95% des cas, il est très inflammatoire. Exactement. Ce qui n'est pas le cas chez cette patiente. Il est inflammatoire. 0,75, il n'y a que deux globules blancs. Non, bien sûr. Non. Oui. Les quelques cas en tout cas, que nous, on avait eu, le LCR était très inflammatoire. Vas-y pour le cas suivant, rapidement. Oui. Vous voulez dire inflammatoire, c'est juste la cytochimie ou bien l'isofocusine aussi? La cytochimie. Déjà, la cytochimie. Mais est-ce qu'il y a un intérêt? Oui, il y a un intérêt. Les BOC peuvent aider, on l'a dit. Et ça aussi parce que parfois on a un LCR qui est normal, mais on peut avoir des BOC positifs. C'est de démontrer, ça sort dans les recommandations, dans les vascularites. Si on pense à une vascularite, c'est cytobacchimie, petit vaisseau, et complété par la recherche de... Alors, dès que tu vas survoler, vas-y. Là, On saute. Ça, c'était un cas d'athérosclérose et qui montrait un peu les mêmes aspects qu'on voit dans la vascularite en imagerie, c'est ça? Oui. Imagerie artérielle. Mais en fait, elle avait tous les facteurs de risque d'athérosclérose. Et on a fait
Donc, avec Madame Heidi, avec les radiologues, on a demandé de faire un Black Blood et ça a été interprété un petit peu. Je vais aller peut-être vite. Donc, il a fait plusieurs épisodes et on avait fait un Black Blood et ils ont parlé de prise de contraste et tout ça. Mais le tableau clinique, le phénotype, et ça a suscité beaucoup de discussions. On avait même discuté au staff au niveau de journée vasculaire et au niveau de la journée de la SMNV avec professeur Smadja. Et à la fin, on a retenu que c'est une sténose de la carotide, c'est un athérome intracrânien, plutôt une vascularite, parce que donc on n'avait pas pu démontrer. Donc il y a la qualité et c'était pas le double annulation de signal sang et LCR et tout ça, mais il y avait cette prise de contraste, donc au niveau qui est diffuse, au niveau de la sténose aussi. Ça a suscité beaucoup de discussions. Oui, ça c'est le vrai problème diagnostic différence. Prend le contraste, c'est l'excentrique. Oui, c'est pas circonférentiel comme le. Ouais. Mais là, ça peut, parce que ça va être récidivant aussi, l'aspect des enjeux MR sera identique, ça peut vraiment poser problème. Oui, sur le SUI, il n'y avait pas de microbleeds, donc ça c'est son artério, donc il a continué à s'aggraver, donc la patiente. Sur l'artério, donc il y avait cette sténose, alors que les autres sténoses n'ont pas été retenues à l'artério, donc c'était une sténose unique. Ça aussi, ça a permis de retenir que c'est un athérome intracrânien. Et vous voyez sur, on va dire, le Black Blood, il y avait cette prise de contraste qui est diffuse de la paroi. Donc ça, c'est vraiment la technicité de l'examen. Il faut vraiment être sûr que c'est un examen de bonne qualité. L'autre difficulté pour l'athérome intracrânien, c'est qu'il est souvent multiple aussi. Hein. Donc c'est vraiment un vrai casse-tête. Et parfois sans l'athérome des carotides internes. Cervical, quoi. Généralement, uniquement intracrânien. Uniquement intracrânien. Donc ça, rapidement, oui. Ça. Donc on a fait une imagerie de contrôle, c'est resté stable. Il a continué à prendre le contraste, même c'est les artères. Moi, je pense que c'est la technique. Et très bien. On va avancer ça. C'est pas... Ça, généralement, il faut voir si c'est les vraies lésions. Il faut prendre donc la prise de contraste segmentaire, pas diffuse des artères qu'on arrive à couper sur les coupes sagittales, sur les coupes coronales, donc pour retenir donc une vascularite cérébrale ou un athérome intracrânien en fonction de l'aspect de la prise de contraste. Est-ce qu'elle est concentrique, c'est-à-dire homogène sur la paroi artérielle, ou excentrique, c'est-à-dire il y a une prise de contraste qui est asymétrique. Comme une plaque d'athérome très asymétrique et qui va tomber malade et qui va prendre le gado aussi. Voilà, donc un autre cas d'un patient de 35 ans, on va aller rapidement. Ça ressemble un peu au précédent. Céphalée brutale, holocrânienne, photophonophobie, amputation du champ visuel en pleine conduite automobile. Donc il est ramené aux urgences et l'examen trouve des céphalées et puis une quadranopsie supérieure, et vous avez bien compris la raison. Ce sont des séquences de diffusion. Qu'est-ce que vous auriez pu dire sur ça? Tableau clinique d'installation brutale, des céphalées depuis quelque temps, et puis voici la diffusion. De façon générale, vous recevez ce patient, vous pensez à quoi? 35 ans, et un AVC, on va dire, territorial, et on a quelques spots un peu partout. Pas mal de spots. Pas mal de spots un peu partout. Alors, vous voulez voir le vaisseau? Le cœur aussi, oui. Alors, le vaisseau, qu'est-ce que vous pensez de cette artère sylvienne gauche? Oui, mais encore. Elle est normale. Ben, tu vas voir, hein, t'inquiète. On va te montrer ta cérébrale postérieure gauche. Elle est un petit peu cachée ici par la carotide. Mais là, donc, on peut dire déjà, loin de la lésion territoriale, il y a quand même une sténose proximale de l'artère sylvienne. Alors ici, on devine un peu, ça c'est le tronc basilaire et les vertébrales. On essaie de voir un peu la cérébrale postérieure. Voilà, on a une autre image, c'est la même, mais elle est inversée. Donc à gauche, regardez. Donc l'ACP, elle est vraiment très malade aussi. Et
on a l'explication pourquoi la lésion est territoriale du côté gauche de l'ACP. Donc AVC, lésion du vaisseau, multiple. Là aussi, on a un ASL qui montre justement que les deux ACP ne sont pas bien parce qu'elles sont en hypodébit. D'accord? Regardez, ça c'est quelque chose qu'il faut retenir, et Didier Smadja nous l'a toujours dit. Dans la vascularite, il peut y avoir du thrombus parce que l'artère est réduite et rétrécie, et la complication qui va déclencher l'accident vasculaire peut être, donc ici on voit une image de thrombus de l'ACP qui est associée à la sténose qui est plus distale, en plus de la sténose sylvienne, etc. Donc, quand on voit un thrombus, il ne faut pas dire on n'est plus dans la vascularite. C'est un petit message de passage. Donc, qu'est-ce que vous voulez maintenant? On a la vasculopathie ou pas? On a la vasculopathie, c'est multiple, plusieurs territoires, une grosse artère qui est malade, qui est même thrombosée. Il faut quand même écarter tout ce qui est cardiaque. Parce que le cardiaque aussi peut... C'est des diagnostics différentiels de sténose, d'anomalies intracrâniennes diffuses. Oui. Partout, le bilan cardiaque était totalement négatif. J'ai oublié de le mentionner, il est écrit ici. Voilà. Donc, PL, méningite, 180 éléments, et le reste du bilan immunologique et infectieux négatif. Sans boc. Alors, ils ont fait une IRM de paroi, elle n'est pas de très bonne qualité, mais elle a retenu quand même que par rapport aux autres artères qui étaient normales, au niveau de la sylvienne, là on a vu la sténose en distalité, il y avait une prise de contraste, et donc finalement, après le bilan cardiaque bien sûr totalement négatif, ils ont retenu, c'est un cas de professeur Smadja, donc une artérite primitive du système nerveux central, elle a été mise sous corticoïde puis endoxant. Et puis regardez, pour voir un peu le suivi de ces patients, après 2 cures d'endoxant, dès qu'ils ont commencé à dégraisser, ils ont fait une IRM de contrôle. Et bien l'IRM de contrôle a montré 2 spots nouveaux en diffusion. Ils ont été obligés de retarder un peu, de reprendre, de réaugmenter la dose de corticoïdes avant de passer à l'Immurel. Et depuis, les choses sont plutôt stables. Donc s'il faut faire une petite synthèse sur ces 2 cas d'angéite primitive, on peut dire donc c'est rare, c'est pas quelque chose qui court les rues. Avant d'y arriver, il faut en faire donc le diagnostic d'élimination à la fois infectieux, viral, bactérien et aussi donc les maladies systémiques. Alors si on a fait la biopsie, on peut dire que c'est une vascularite primitive définitive, donc le diagnostic certain. Et quand on n'a pas fait ça et qu'on s'est basé uniquement sur la biologie et l'imagerie vasculaire et parenchymateuse, on va parler de probable, mais on va démarrer le traitement. Et vous avez ici un peu les critères d'une forte probabilité donc de la vasculopathie. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc une alternance de dilatation-rétrécissement. Il peut y avoir une occlusion de plusieurs vaisseaux, pas un seul, et puis qu'il n'y ait pas d'athérosclérose associée pour être sûr qu'on n'est pas dans un athérome intracrânien. Alors il y a 3 formes, quand on fait l'histologie, 3 formes, granulomatose, lymphocytique et nécrotique. Mais globalement, pour la thérapie, on ne va pas trop se baser sur ça pour faire les traitements. Et donc, Wadi, elle va vous parler maintenant des traitements. C'est juste peut-être une précision. Moi, je me rappelle dans les cours de vasculaire, c'est qu'ils disent à chaque fois, on évoque la vascularite 10 fois et on va l'exclure 9 mois sur 10 parce qu'il y a beaucoup de mimix qui ressemblent à la vascularite. Donc, si on n'a pas la napate, vraiment, il faut être exhaustif dans les diagnostics, dans l'élimination des diagnostics différentiels avant de retenir parce que ça a une conséquence, c'est-à-dire c'est l'endoxant, c'est un traitement immunosuppresseur à vie. Et donc, vraiment, il faut être sûr par rapport au diagnostic. Une autre remarque aussi, il faut faire attention à l'analyse, à l'interprétation de l'analyse du SCR après un accident vasculaire. On peut avoir des lymphocytes, on peut avoir une hyperprotéinorachie. Absolument. Donc, il faut vraiment faire aussi attention. Ce n'est pas parce qu'on a de l'hyperprotéinorachie à justement 0,70 dans le post-AVC, c'est classique. D'ailleurs, il faut qu'on parle une fois de toutes les transformations myopathiques dans le post-AVC, que ce soit dans le sang, que ce soit dans le LCR, ça peut être une fausse inflammation du LCR qui est liée directement à l'AVC. Oui. Même les crises d'épilepsie. Ce qui est recommandé, généralement, c'est de faire la PL au moins 4 semaines après l'AVC. Et généralement, le temps de faire le bilan, on est à 4 semaines. Bien sûr, si on fait la ponction lombaire à la phase aiguë, souvent... Très bien. Donc, le traitement, donc, il faut exclure une infection donc, avant l'immunosuppresseur, la corticothérapie
et le traitement immunosuppresseur, corticothérapie, bolus, puis donc 1 mg kilo par jour, donc avec une dégression qui est lente sur 12 mois, l'endoxan ou le rituximab s'il y a une contre-indication à l'endoxan. Donc généralement, donc plus de 6 mois. Et après, s'il y a une stabilisation clinique et radiologique, on peut switcher vers un traitement immunosuppresseur moins important, c'est-à-dire l'humurel ou le mycophénolate amofétyl. Tu as une question? Oui. Vu la taille du thrombus, est-ce qu'on doit anticoaguler le patient? Quel thrombus? On avait vu un thrombus. Ça, c'est monsieur Belhassan, je pense. Il parle du thrombus de la CP. Oui, qui était associé. Et si on n'a pas prouvé qu'il y a une étiologie cardio-embolique qui risque de revenir et qu'on a traité le processus inflammatoire, il n'est pas utile de mettre des anticoagulants. Parce que à chaque fois, il y a un thrombus dans un vaisseau, ça ne justifie pas l'anticoagulation. L'anticoagulation, c'est à visée préventive pour une étiologie cardio-embolique ou lorsqu'il y a un thrombus flottant sur une artère porteuse. Oui, continue. Donc, pour le traitement donc, de maintenance, généralement, donc, on peut le démarrer donc, après la dernière cure d'endoxan, azatioprine, mycophénolate ou le rituximab, plus de 2 ans. Et généralement, il faut faire la prophylaxie parce qu'on va maintenir la corticothérapie au moins 1 année. S'il vous plaît, par rapport à la corticothérapie, on la commence quand exactement? Quand on a une forte suspicion ou après la ponction lombaire? Parce que si on dit 4 semaines et on a une forte suspicion... Et il y a aussi une contradiction, c'est que est-ce qu'on ne va pas fausser les résultats de la ponction lombaire si on commence avant? Voilà, bien sûr, parce qu'il faut démontrer une inflammation. Et l'inflammation, on va la démontrer par 2 mécanismes, comme a expliqué le professeur Belhassan, c'est soit la prise de contraste leptoméningé ou parenchymateuse empathie, soit une inflammation du LCR. Généralement, on va faire ça après. Et moi, je pense le temps de faire le bilan, le TT, le TO, les sérologies, le bilan immunologique, on est à 4 semaines et la PL, généralement, cytobactémie, on va la voir rapidement. On peut faire la ponction lombaire et démarrer le Solibédrol. Bien, donc on a vu un petit peu toute cette synthèse et le traitement. Cas clinique flash. Alors une situation un peu encore plus inhabituelle, on part pour une tumeur, quoi. Hémiplégie, HTIC. Et donc, on est la thrombose veineuse, mais l'aspect de la prise de contraste est très atypique et les sinus étaient normaux. La tumeur gliale est restée. Dans ces situations, pour confirmer l'angite, on va dire pseudo-tumorale, c'est la biopsie. On ne va pas y penser sur ce cas. Et donc, il y a un effet de masse, c'est une lésion d'allure tumorale, on va dire. Mais regardez, quand on fait l'artério, on trouve quand même qu'il y a des anomalies artérielles. Regardez ici. Donc, des sténoses. Et donc là, c'est des cas pour montrer que ça existe, les formes pseudo-tumorales d'angéite primitive du système nerveux central. Oh, ouais. Bien sûr. Là, on ne va pas l'évoquer sur ça, jamais, pratiquement. Alors, un autre cas de fesses, ça c'est une syphilis. Et donc, c'est que de l'ischémie, des AVC, on va dire bicarotidiens. Regardez l'enjeu MR, on ne voit pratiquement pas la carotide droite. Et la carotide gauche est très malade au niveau du siphon. Et donc, c'est un monsieur qui est décédé, qui avait une syphilis avec le LCR qui avait confirmé. Regardez ce patient chez qui on venait de démarrer un traitement de méningovascularite tuberculeuse, parce que la première fois, c'était que ça, une petite lésion au niveau du genou de la capsule. Et puis, 5 jours après le début du traitement, il fait un AVC territorial, sylvien, étendu. Et donc, ça peut être des formes de vascularite tuberculeuse. La protéinorachite est très élevée. Protéinorachite très élevée chez ce patient. Généralement, c'est là. Alors, pour conclure, pour cet atelier, on a dépassé de quelques minutes. Donc, les vascularites cérébrales, on va être amené à avoir des situations cliniques variées. Avant de faire, il faut confirmer la vasculopathie et le caractère inflammatoire avec les 3 éléments dont on a parlé. Éliminer une vascularite systémique et infectieuse. L'athérome intracrânien pose plus de problèmes, mais avec l'imagerie qu'on a et qu'on aura, on pourra trancher entre ces deux. Le SVCR aussi, mais jamais de coup de tonnerre pour l'angéite primitive. Et donc, probable, c'est quand on s'est basé que sur l'imagerie, la biologie et donc le vaisseau pour confirmer. Et quand c'est défini, ça sera donc la biopsie qui irait confirmer. Le traitement, donc Wadir en a parlé.
Et on peut arrêter le traitement après 2 ans si tout se passe bien et que le patient n'a pas rechuté ni cliniquement ni radiologiquement. Et donc voilà, je vous remercie. Nous vous remercions.